Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le racisme systémique et les médias. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International et j'animerai la conférence. Si vous avez assisté déjà à d'autres conférences dans la série, vous me connaissez déjà, re-bienvenue. Et si c'est votre première fois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Et si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine sur quel territoire vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie nativeland.ca que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil très intéressant. Cette conférence virtuelle est la 6e d'une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Depuis octobre passé et au long des prochains mois, nous entendons des experts, des expertes et des militantes et militants contre le racisme et nous apprenons comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Notre conférence, le 22 avril, va porter sur le racisme systémique et l'environnement. L'inscription sera bientôt ouverte et vous pouvez consulter la liste des conférences à venir et les enregistrements des conférences passées sur notre site web, que Anna va également partager dans le chat. Donc, juste une note sur le déroulement de la soirée. Donc, je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Par la suite, je vous présenterai la thématique de notre conférence ainsi que nos panélistes. Et on poursuivra avec une discussion table ronde avec nos invités. Et enfin, il y aura le temps pour une période de questions. Donc, au niveau des détails techniques, vous avez peut-être déjà deviné, votre microphone est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez converser en tout temps avec les animatrices et les participants et participantes, ainsi que les panélistes, en fait, via le chat. Si vous avez des questions pour poser aux panélistes à la fin de la table ronde, vous pouvez les mettre dans le question-réponse. Et bien sûr, si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Donc, en tant que diffuseur des informations, des perspectives et des images, les médias ont un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre le racisme systémique. Pourtant, plusieurs éléments font en sorte que les médias ne jouent pas toujours ce rôle au maximum de leur potentiel. La sous-représentation des personnes noires, autochtones et racisées et la domination des personnes blanches sur la scène médiatique signifie que les voix de ces personnes ont souvent du mal à se faire entendre, à faire entendre leurs propres histoires, opinions et identités. Même si les discussions sur le racisme ont récemment occupé une place centrale dans le débat public, les voix des commentateurs et commentatrices blancs et blanches sont restées les plus entendues et se sont vues accorder le plus d'espace. Je suis vraiment ravie d'avoir avec nous ce soir 3 panélistes connus pour leur perspicacité sur les enjeux médiatiques. Ce soir, on va évidemment parler des médias traditionnels, les journaux, les magazines, la télé et la radio. Mais les nouveaux médias, les réseaux sociaux et les médias indépendants en ligne, les balados, etc., sont également d'une importance inestimable et nos panélistes vont certainement les aborder aussi. Alors, nos conférenciers et conférencières. Émilie Nicolas est chroniqueuse pour Le Devoir et The Montreal Gazette et commentatrice, consultante et conférencière sur les enjeux de politique publique, équité, droits humains, coopération internationale, racisme et genre.
Comme boursière Vanier et candidate au doctorat en anthropologie linguistique à l'Université de Toronto, Émilie a mené des recherches sur le rôle d'une langue partagée dans les liens entre Québec et Haïti. Elle détient une maîtrise en littérature comparée de la même université. Viet Tran est le rédacteur en chef de Sticky Rice Magazine et un psychiatre en formation. Né et élevé à Montréal par 2 parents immigrants vietnamiens, il a plus tard compris et apprécié l'importance d'intégrer sa culture d'origine avec celle de la culture dominante de la société. Un processus personnel qui nécessite d'être traité avec soin afin de faire le lien entre des cadres de référence culturels différents, de s'épanouir en tant qu'individu et collectif multiculturel. Sensibilisé au manque relatif de visibilité asiatique dans les médias canadiens, il a décidé de répondre à ce besoin en développant Sticky Rice Magazine avec un groupe d'amis. Ce dernier est un projet créatif basé sur un travail bénévole qui vise à fournir une plateforme mobilisant l'expression de soi à la communauté, à offrir une représentation authentique et pertinente pour les Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique et à ouvrir un dialogue avec le reste du monde. Avant de fonder La Converse, Leila Savitch a travaillé en tant que journaliste au Journal Métro, à Radio-Canada et à la presse. En Amérique du Nord ou en Europe, elle présente régulièrement des conférences sur la positionnalité et les biais médiatiques. Elle détient un baccalauréat en communication et en psychologie de l'Université Concordia et un certificat en journalisme de l'Université de Montréal. Elle est également membre du conseil d'administration de Press Forward et coordonne la branche québécoise de Canadian Journalists of Color. C'est la perception négative qu'on a souvent de son peuple, les Roms, qui l'a poussée vers la profession de journaliste. Donc, sans plus tarder, ce soir, on va essayer un format de table ronde. J'ai quelques questions de préparer à vous poser et on va voir où cela nous mène. Comme j'ai mentionné tantôt, on garderait une trentaine de minutes à la fin pour une période de discussion. Et encore une fois, si vous avez des questions à poser pour la période de questions, vous pouvez toujours les écrire dans la case questions-réponses. Donc, pour commencer, j'aimerais vous donner à chacune et chacun de vous l'occasion de nous parler un peu de vous et vos perspectives sur le thématique de la soirée. Donc, d'après vous, quel est le lien entre le racisme systémique et les médias et où vous vous positionnez dans le paysage médiatique en général, puis vis-à-vis cette question? Peut-être on peut commencer avec Leila, si vous êtes prête. Je m'attendais pas à être la première, mais je vais y aller. Le racisme systémique dans les médias. Je pense que, très franchement, je pense que les médias québécois sont l'exemple parfait du racisme systémique. Je pense que j'ai pas d'autres mots à dire. Franchement, c'est vraiment ce que je remarque. Puis donc, comment je me positionne là-dessus? Effectivement, c'est sûr que si on regarde toutes nos salles de presse au Québec, la diversité est rare. Elle se compte sur les doigts de la main. Les journalistes racisés au Québec, c'est très facile de savoir qui ils sont. Puis on peut facilement les compter sur les doigts de la main. Ça veut dire que franchement, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Très peu sont ceux qui ont la chance de couvrir des enjeux touchant la diversité, les questions raciales, etc. Beaucoup d'entre eux sont dans des positions de marginalité, de précarité, donc très peu de personnes ont des positions de pouvoir. Et donc, la manière dont on couvre certains enjeux est souvent faite de manière à privilégier la majorité blanche francophone. Et donc, c'est clair que pour moi, je trouve ça très intéressant la manière dont on traite ce sujet-là dans les médias parce que notre industrie même est le plus grand, selon moi, symptôme de racisme systémique. Voilà. Merci, Leila. Procédons avec Viet, peut-être? Oui, je veux juste appuyer les propos de Leila, mais peut-être avant de pouvoir répondre à cette question, je pense qu'on doit faire comme un petit retour à la définition du racisme systémique, puis peut-être aussi comme mettre tout le monde à niveau à ce sujet-là.
Moi, j'ai ici la définition de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse devant moi, donc je vais la lire. Eux, ils définissent le racisme systémique comme étant la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. Malgré son caractère parfois involontaire, cette forme de racisme a pour effet de perpétuer les inégalités vécues par les personnes racisées, notamment en matière d'éducation, de revenus, d'emploi, d'accès au logement et aux services publics. Et puis à cela, j'ajouterais d'autres choses. J'ajouterais la sécurité physique, mentale, la représentation culturelle et beaucoup d'autres choses. Je pense que beaucoup le débat autour de ce sujet-là, du racisme systémique, et puis je vais l'amener aux médias, au sujet des médias, mais c'est beaucoup au niveau de la définition même du racisme systémique. Tout le monde est d'accord que du racisme existe, de la discrimination systémique existe, mais là, où est-ce qu'on hésite, c'est beaucoup au niveau du racisme systémique, qui est tellement un mot chargé qu'on associe au KKK, qu'on associe peut-être à la loi sur les Indiens, et puis l'exclusion, la loi d'exclusion des immigrants chinois dans les années 1800-1900, qui étaient des exemples clairs de racisme systémique. Et puis ceux qui vont défendre que le racisme systémique n'existe pas, ils vont dire que c'est que en ce moment, il n'y a pas de politique en place qui volontairement et consciemment exerce ce niveau de racisme systémique. Mais moi, je veux vraiment appuyer qu'il ne faut pas nécessairement que ça soit conscient pour que ça soit du racisme systémique. Il faut simplement qu'il y ait des systèmes en place qui maintiennent ces inégalités. Et la définition que j'ai amenée au début, eux, clairement, ils amènent l'inconscient dans cette définition-là, parce que je pense que tout ce qui est conscient, préconscient, inconscient, c'est tellement des lignes, c'est tellement flou. Et puis se positionner, se questionner sur ce qui est conscient et inconscient, en fait, ça enlève le focus sur la réalité qui est le racisme systémique fait des dommages aux gens racisés. Moi, je vais amener un autre point sur plus la représentation. Moi, je peux parler pour les Asiatiques. En fait, récemment, ce qu'on observe, c'est beaucoup une augmentation dans les actes de violence envers les personnes asiatiques qu'on lie à la pandémie du coronavirus. Donc, on a vraiment vu une augmentation de 500%, la SPVM avait nommé ça, une augmentation de 500% des crimes anti-asiatiques. À Vancouver, c'était 700. Et puis, bon, ça ne rapporte pas tous les crimes non documentés. Et puis, comment on a représenté le coronavirus au Québec et autour du monde? Vraiment, c'était des visages d'Asiatiques portant des masques. Et puis, ça a duré pendant des mois. Et même cette semaine, un article de la presse est sorti rapportant que le coronavirus, il évolue, les mutations, ça se propage. Et puis, encore un visage d'une femme âgée portant un masque. Donc, je me demande vraiment pourquoi on a besoin d'utiliser le visage d'une personne asiatique comme pour symboliser le racisme, pas le racisme systémique, mais le coronavirus. Et on voit que c'est vraiment les personnes âgées qui sont les plus atteintes d'actes violents anti-asiatiques. Donc, on peut vraiment voir comment la représentation médiatique de certaines personnes peuvent influencer le psyché de la population. Et moi, je refuse de restreindre la cause de la violence anti-asiatique aux propos de Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas autant d'influence que ça. C'est vraiment les médias aussi vont perpétuer ce problème. Donc voilà, c'était juste un exemple de plusieurs qu'on pourrait nommer. D'abord, merci pour l'accueil et merci déjà Léla et Viet d'avoir lancé le bail comme ça, et bonjour à tout le monde qui nous écoute à la maison, peu importe où vous êtes. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit déjà par les autres panélistes, je pense que ça a déjà été très bien dit. Pour ma part, je pense que je vais plus essayer de répondre peut-être en complément. C'est intéressant, en fait, moi j'enseigne un cours à l'université cette session sur, par exemple, le mouvement Black Lives Matter dans les médias, puis de façon plus générale, ça me permet de plonger dans l'histoire des médias en Amérique du Nord, puis au Canada, puis
de voir un peu comment ça s'est formé. Puis c'est intéressant de voir finalement que dans des nations qui sont très jeunes, comme le Québec ou comme le Canada, l'idée même de l'existence des nations est toujours en construction finalement. C'est un projet politique très nouveau dans l'histoire coloniale où les médias nécessairement jouent un rôle important. Je regardais il y a quelques semaines, par exemple, la fondation de CBC Radio-Canada. Comment est-ce que dans les années 20, en fait, alors que la radio commençait à exister, il y avait beaucoup de radios américaines qui émettaient leurs ondes en territoire canadien. Puis on sait la grande majorité des Canadiens habitent très proche des frontières américaines, donc nécessairement les Canadiens avaient accès à ça. Puis donc l'État, Ottawa, avait une inquiétude par rapport au fait qu'on allait comme finalement s'américaniser et que le Canada allait cesser d'exister comme en tant que conscience nationale. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu des consultations qui ont été faites avec les médias locaux anglophones et francophones, puis qu'on a créé la Société d'État. Puis quand on regarde le texte qui a créé la Société d'État, c'est toujours écrit, c'est écrit noir sur blanc, tant dans le texte de l'époque que même dans la loi sur la radiodiffusion qui gère encore Radio-Canada aujourd'hui, que le rôle de Radio-Canada, c'est de créer une identité nationale. Essentiellement, je paraphrase, là, mais c'est ça. C'est ça. Puis quand on regarde, quand on connaît un peu l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, quand on se dit, ben, quand ce truc-là a été fondé dans les années 30, c'était quoi l'identité nationale? Qui avait sa place là-dedans? Quel était le projet politique qu'on voulait que soit le Canada? Quel était le projet politique qu'on voulait que soit le Canada français? Puis quand on regarde, finalement, ça c'est un exemple qui est assez peut-être flagrant parce que c'est un projet politique, donc un projet d'État. Mais quand on regarde les médias privés aussi, on voit un peu derrière ça aussi toujours un projet politique explicite, souvent de la part d'hommes d'affaires qui ont fait énormément d'argent dans des entreprises qui sont clés pour l'économie québécoise, l'économie canadienne, puis qui décident de fonder des journaux essentiellement pour faire plus ou moins explicitement la promotion de l'intérêt de leur classe sociale. Donc, il faut comprendre à la base, là, sans faire une analyse trop marxique, que les journaux, la télévision, quand une entreprise comme Bell décide de créer des médias, c'est une entreprise de la bourgeoisie, du grand capital essentiellement, qui est là puis qui crée des médias. Avec une visée, puis une portée, puis un projet qui est assez explicite là-dedans. Donc, nécessairement, s'il y a du racisme systémique dans l'économie, s'il y a du racisme systémique dans la façon dont le pays s'est construit, parce qu'il y a eu des lois contre certains types d'immigration, parce que le rapport au territoire est nécessairement traversé de colonialisme envers les Autochtones, parce que, ben, nécessairement, tout ça prend sa place aussi dans l'espace médiatique. Je pense que particulièrement au Québec puis en français, on a beaucoup utilisé tant les médias que l'espace culturel de façon générale, le théâtre, le cinéma, la télévision, comme des façons avec la Révolution tranquille de créer une espèce de conscience nationale, l'identité, le sentiment qu'on est tout le monde ensemble, en train de regarder la même chose. Il y a des grands rendez-vous de télévision au Québec. Puis ça a été très important historiquement, cette notion-là de perron d'église télévisé où tout le monde se rassemble ensemble. Puis il faut comprendre donc que si on a le pouvoir dans les médias, à la télévision, tant dans les médias écrits aussi, de définir c'est quoi les débats d'idées qui ont lieu au Québec, c'est quoi dont on parle au Québec, ben nécessairement, puis aussi qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qu'on aime, de définir, les médias ont finalement le pouvoir de définir nos goûts, ce qui nous fait donner le sentiment d'être ensemble. Ben nécessairement, il y a là-dedans un projet politique et je pense que si les personnes d'origine canadienne-française ont longtemps utilisé les institutions publiques québécoises en se disant, ben ça va être un outil pour nous faire remonter la courbe, entre guillemets, ben, on n'est pas seulement d'origine canadienne-française au Québec, mais malheureusement, on a encore cette idée-là souvent que ces institutions-là servent à faire remonter la courbe ou exprimer la fierté ou faire rayonner
les Franco-Québécois. Puis, tant et si longtemps qu'on va être là-dedans, mais on va utiliser ces institutions-là pour projeter une image du Québec qui est une image fantasmée. Puis on le voit de plus en plus dans la fiction, hein, quand on regarde des téléséries qui se passent à Montréal, un Montréal que moi, j'ai jamais vu, Montréal où tout le monde est blanc. T'sais. Puis même en région, il y a de la diversité aussi. J'en fais partie, à la base, je viens de Lévis. Tout ça est effacé aussi dans la façon dont on se représente le Québec. Mais je pense que c'est ça que j'avais envie de dire plutôt en introduction, c'est qu'à la base, les médias, c'est une façon de se représenter nous-mêmes, non pas comme réalité, mais comme projet politique. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Et quand le Québec se représente dans son espace médiatique comme presque essentiellement blanc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, et c'est pour ça que quand il y a des gens qui contestent ce que ça veut dire et décident d'investir ces espaces-là, ce à quoi on assiste, c'est finalement une contestation, une compétition finalement pour non seulement juste de l'espace médiatique, mais aussi l'idée de c'est quoi le Québec? C'est quoi le Québec en 2021? Mais c'est cette question-là qui se joue derrière les combats qu'on a pour non seulement la représentation, mais aussi les idées, le contenu de ce qui est créé dans l'espace culturel, dans l'espace médiatique québécois. Merci énormément à vous trois. Ça fait vraiment un beau mise en contexte historique par rapport au rôle des médias et aussi placer les médias dans un système plus large. Viet, vous avez évoqué la question de la représentation. J'aimerais qu'on puisse peut-être creuser un peu plus. Évidemment, comme on a dit, le sujet du racisme et racisme systémique est très présent dans les médias, particulièrement depuis la dernière année. En novembre passé, Noémie Mercier avait écrit « Quand je consulte les médias québécois, j'ai encore trop souvent l'impression de me faire expliquer par des Blancs ce que ça veut dire d'être une Noire. » Elle évoque bien sûr la dominance des voix des personnes blanches sur cette scène médiatique. Quand on parle de représentation, ça peut être à plusieurs échelles, évidemment. On peut parler de simplement la proportion des personnes autochtones et racisées qui sont embauchées, qui font partie des équipes médiatiques dans les bureaux, institutions, entreprises médiatiques. On peut parler des journalistes, chroniqueuses, animateurs, présentatrices, qui ont une plateforme publique dans les médias et qui décident quelles histoires raconter, quelles perspectives partager. Et on peut aussi parler de, par exemple, l'exemple que Viet a évoqué par rapport à la sélection des images même et les façons que les communautés et populations autochtones et racisées sont présentées dans les reportages et les chroniques. En fait, je voulais faire référence à notre webinaire sur le racisme systémique à la police en novembre passé, où on a appris comment le discours dans les médias sur les gangs de rue a servi à véhiculer des préjugés envers les jeunes racisés, surtout les jeunes noirs et latinos à Montréal. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette question de représentation? Qu'est-ce que ça fait quand les personnes autochtones et racisées sont sous-représentées dans les grands médias? Et je vous laisse... Il est là, veux-tu y aller? Tu as moins parlé. Oh Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est sûr, je ne sais pas par où commencer. Moi, je vous dirais, depuis le début de mes études, j'ai un dossier qui s'appelle Media Mistakes que je ramasse sur mon ordinateur et je prends des screenshots de toutes les mauvaises représentations stéréotypées qu'on a des personnes issues de la diversité, etc., tout ce qui touche le racisme, le sexisme, etc. Puis mon dossier n'arrête pas de grandir, là. Donc, je pense que ces erreurs-là, on les voit tout le temps. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les gens qui vivent au Québec, sont nés au Québec, qui sont issus de ces communautés-là, ne se sentent pas québécois. Ça fait en sorte qu'ils n'ont pas envie de contribuer dans la société québécoise. Ça fait en sorte que j'ai des étudiants en journalisme qui me disent qu'ils n'ont pas envie de continuer à être journalistes lorsqu'ils auront gradué parce qu'ils n'ont pas envie d'être en burn-out, en dépression. Ça fait en sorte que
Il y a plein de gens qui veulent quitter le Québec, qui n'ont pas envie de faire partie de cette société-là. Donc, ça affecte énormément, je pense, aussi notre confiance en soi-même. Tu sais, on dit souvent, moi, je me rappelle quand j'étais à la presse, on m'avait dit « Ah, t'as pas un peu un syndrome d'imposteur? » Je savais pas c'était quoi, tu sais. En tout cas, je vais pas rentrer là-dedans. Mais bref, tu sais, c'est clair qu'on va avoir un syndrome de l'imposteur quand la seule manière dont on est représenté, c'est ça. Tu sais? Fait que je pense que c'est super important de comprendre ça. C'est pas quelque chose qui est enseigné, malheureusement, dans les classes de journalisme. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. C'est pas quelque chose qui est enseigné dans les salles de presse non plus. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai essayé souvent d'avoir ces conversations-là avec mes collègues dans toutes les salles de presse dans lesquelles j'ai été. Et il y avait une grande résistance, tu sais. À un moment donné, c'est sûr que tu vois ça. Tu sais, moi, en tant que femme racisée, en tant que journaliste, moi, je ne me voyais pas évoluer dans les médias québécois en restant saine, très sincèrement. J'avais deux choix. Soit je quittais le Québec, soit je créais un propre média. C'est la voie que j'ai décidé de prendre, finalement. Mais franchement, ça veut dire qu'il y a tout un pan de la population qui vit au Québec, qui ne se sent pas, qui fait pas partie de la population, tout simplement. De par nos médias. Puis les médias sont un endroit dans lequel on devrait se voir, comme l'a très bien dit Émilie Nicolas. Donc, je pense que c'est vraiment important de penser à ces représentations-là. Puis ça affecte, quand on parle de racisme systémique, c'est clair que si on ne va jamais de personnes racisées à la télévision, si à chaque fois qu'on parle des personnes racisées et autochtones de cette manière-là, bien, c'est toujours fait dans son prisme-là, ça va affecter la manière dont toutes les autres personnes vont percevoir, incluant les politiciens, les policiers, les ambulanciers, les infirmières, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre que les médias, c'est un pouvoir, ça a le pouvoir de changer les choses et ces représentations-là sont extrêmement néfastes pour tout un pan de la population qui va peut-être pas vraiment croire à son futur. C'est quelque chose que j'ai énormément constaté quand je suis sur le terrain, quand je travaille avec des jeunes. J'ai beaucoup de jeunes, surtout des jeunes racisés, qui ont des très beaux rêves, mais n'y croient pas à cause des représentations médiatiques qu'on a de leur propre peuple. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Ben, j'aimerais juste, premièrement, te remercier pour ce témoignage vraiment vulnérable là, et authentique, et puis aussi à Émilie Nicolas pour amener votre expertise. Moi, de profession, je ne suis pas journaliste. En fait, je suis résident en psychiatrie. Donc, je m'intéresse beaucoup au développement psychologique et identitaire des personnes racisées, des personnes de couleur. Et puis, donc, j'ai juste envie d'appuyer ce que Léla, elle dit. Vraiment, à un bas âge, une personne de couleur grandissant dans une majorité blanche s'identifie premièrement à ses parents. C'est ça la normalité. On s'associe à la culture, à la langue. C'est les personnes qui nous élèvent, qui nous aiment, qui nous donnent de l'amour. Mais rendu à un certain âge, la personne minoritaire se rend compte qu'elle est différente de la majorité, qu'elle n'est pas blanche. Et puis, à ce moment-là, c'est là où la personne commence à remarquer que les gens se moquent de leur nourriture ou se moquent de la couleur de la peau ou de la forme de leurs yeux. Et puis, ils commencent à douter de leur sentiment d'appartenance à la société, au pays. Certaines personnes commencent à développer des pensées négatives par rapport à eux-mêmes, à même se détester, surtout si dans les médias, ils sont représentés de manière négative, stéréotypée, d'une manière qu'ils ne se reconnaissent pas. Et puis, bon, rendu à un certain point, si la personne a la chance de pouvoir se voir représentée de manière positive ou bon, se trouver un cercle d'amis ou de mentors positifs, constructifs, donc là, il développe une certaine fierté de ses origines, une certaine fierté de qui il est. Donc, c'est tellement important que les médias puissent donner cette opportunité à des personnes de couleur. Et donc, quand on parle de racisme systémique dans les médias, on peut se poser la question, qui a le droit de développer ce sentiment de fierté, cette estime de soi, de pouvoir se projeter dans le futur, dans des rôles de super-héros, de journalistes, de personnes qui ont vraiment des vécus, des histoires
des émotions, des vrais désirs. Et ça, c'est vraiment à travers les médias, les séries, le cinéma, que les gens vont pouvoir s'imaginer dans le futur comme personnes vedettes et non pas juste comme des personnes accessoires, des tokens qu'on dit en anglais, là, pour faire la checklist de la diversité. Les personnes le ressentent quand ils sont juste ajoutés dans une affiche de pub comme élément accessoire de diversité versus vraiment comme des personnes qui sont complètes avec des désirs et un bagage culturel, une histoire qui est riche. Et je pense que c'est là la responsabilité des médias parce que, disons, les personnes blanches, ça, c'est pour eux, c'est un acquis. Là. Et puis, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce privilège-là. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter au propos de Léla. Je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose ou s'il y a une longue liste de questions, puis je réponds plutôt à une prochaine question. C'est comme tu le sens, Marissa, parce que c'est ça, je pense que ça a déjà été bien répondu par les deux autres panélistes. Donc, je Parfait. OK. ouais. Je pense que la question de la représentation, de toute façon, va certainement revenir. Oui, procédons à la prochaine question. Émilie, tu es chroniqueuse pour Le Devoir et la Montreal Gazette, deux journaux qui sont importants au Québec, mais tu es également correspondante pour un média indépendant, Canada Land, et active sur les réseaux sociaux. Et Viet et Léla, vous avez tous les deux fondé des médias indépendants en ligne. Donc, pour vous, quel est le rôle des médias indépendants et des nouveaux médias comme réponse, aux médias traditionnels, mais particulièrement en lien avec cette thématique de racisme systémique, inclusion, exclusion? Je pense que il y a des bons côtés à faire les deux. Et que ça dépend de comment est-ce qu'on arrive à survivre dans les deux. Chacun y va avec sa stratégie, puis avec ce qui est possible de faire avec comme sa santé mentale et tout. L'avantage des médias traditionnels, c'est les moyens qui sont là déjà. Puis le temps qu'on peut passer à écrire plutôt qu'à cogner à toutes les portes pour essayer de faire vivre son truc. Là. Donc, il y a comme un il y a un avantage à travailler dans une structure établie, la renommée, etc., puis l'audience qui est déjà établie. Puis aussi, ça sert, comme je le disais, si les médias traditionnels sont là à créer une certaine idée de la nation, investir cet espace-là accomplit aussi quelque chose. Ceci dit, puis là, je vais faire le lien avec la question d'avant sur la représentation. Il y a des limites à ce qu'on peut faire en contexte extrêmement minoritaire. Dans une salle de presse ou dans une institution. Souvent, les conversations ou le débat va déjà être cadré d'une certaine façon. Puis nous, on intervient dans ce cadre-là. Par exemple, pour donner un exemple très concret, moi, je suis arrivée, en fait, je suis devenue chroniqueuse au Devoir parce que, en fait, ça faisait longtemps déjà que je critiquais le manque de diversité dans les médias traditionnels. J'avais fait des campagnes déjà par rapport à ça comme activiste. Puis quand Slav est arrivé comme crise, puis qu'on s'est mis encore une fois à parler de nous sans nous, c'est là où je pense que j'ai eu comme une espèce de déclic de je suis tannée qu'on soit de manière bénévole à essayer d'envoyer des lettres ouvertes, pas savoir si ça va être publié ou non, puis que ça soit la façon d'avoir le droit de parole dans ce genre de conversation-là, entre chroniqueurs au Québec. Il me semble que j'ai peut-être un parcours puis une expérience déjà comme personne qui a fait beaucoup de communication médiatique, comme activiste qui pourrait peut-être me donner ce qu'il faut pour être chroniqueuse. Puis j'ai approché la rédactrice en chef du Devoir qui venait tout juste de rentrer en poste et d'écrire un éditorial sensible sur ces questions-là en me disant, bon, c'est peut-être une personne avec qui je peux travailler. Puis je suis rentrée comme ça, mais je l'ai fait en voyant le vide, puis plutôt que de militer à attendre l'arrivée du Messie, me dire que peut-être qu'il peut y avoir énormément de différents Messies, mais qu'en fait, on peut chacun faire partie de la solution à sa petite échelle. Mais il y a des limites à ce que cette stratégie-là peut faire.
surtout parce que, par exemple, au nom de la diversité idéologique, si, je veux dire, pour si moi j'existe, on va engager aussi quelqu'un de l'autre bord, ça va se rééquilibrer comme ça, puis finalement, tu changes pas nécessairement la façon dont tu es minorisé en pourcentage, tu sais. Puis, je pense que dans les médias indépendants, il y a une nouvelle génération dont, en fait, Léla et Viette font partie. Mais j'aimerais aussi seulement souligner le fait que ça fait longtemps dans nos communautés qu'il y a des médias indépendants. Très, très longtemps. Mais je parle, par exemple, dans la communauté haïtienne. La génération de mon père a fondé je ne sais pas combien d'émissions de radio à Montréal déjà, puis qui sont encore très présentes. Puis d'ailleurs, avec les chauffeurs de taxi, il y a comme une audience captive pour les radios, tant AM qu'à FM, qu'à Radio Centre-Ville, qu'à CKUT. Il y a plein de, particulièrement au niveau de la radio, il y a des médias écrits. Je pense à Edward Gay avec Montreal Contact, qui est là depuis aussi les années 80. Donc, il y a cette génération-là qui est souvent une première génération qui a fondé quelque chose, mais où la deuxième génération des gens qui sont nés ici, où il y a juste une autre génération qui a de la difficulté à se reconnaître dans ces médias-là qui sont créés depuis longtemps dans nos communautés, souvent aussi dans la langue, dans ce qu'on appelle les médias ethniques, dans la langue d'origine. Puis là, il y a une nouvelle génération qui fonde des médias indépendants sous une autre prémisse, qui n'est pas nécessairement de dire on va parler de la communauté d'origine ou on va parler de la diaspora en Haïti, on va parler en fait d'ici, on va parler d'ici à notre façon, on va parler d'ici sous un autre angle. Donc, c'est vraiment intéressant de voir en fait que le travail qui est fait en ce moment s'appuie aussi sur le travail des générations passées, puis il y a une passation en ce moment, puis aussi une transformation dans la priorité finalement des médias indépendants. Mais c'est ça, mais je tenais juste à dire qu'en fait, ça existe depuis longtemps sous certaines formes. Et puis, je pense que c'est important qu'on ait ce dialogue-là intergénérationnel entre médias indépendants pour voir en fait comment est-ce qu'on continue ce travail-là, puis qu'on se passe finalement le bâton à ce niveau-là. Mais c'est ça, mais les deux existent depuis très longtemps. Puis c'est une tactique, c'est une hésitation tactique, puis une discussion qui existe à l'intérieur des communautés aussi depuis longtemps. Est-ce qu'on devrait investir nos propres espaces versus est-ce qu'on devrait aussi intervenir dans cet espace-là qui, si on le laisse aller tout seul, comme on le disait, fait des choses qui nous causent du tort aussi. Donc, est-ce qu'on essaie aussi d'aller limiter les dégâts dans cet espace-là en même temps? Et même, est-ce qu'on ose même faire plus que limiter les dégâts si ça devient possible dans certains espaces où il y a un certain leadership qui est particulièrement ouvert. Mais tu sais, ça dépend des bulles, ça dépend vraiment des institutions, puis de la personne avec qui tu travailles. Si je peux juste ajouter à ce que Émilie dit, elle a tout à fait raison que ces médias alternatif, je ne sais pas comment on veut le nommer, existe depuis longtemps et qu'il y a vraiment un changement selon les générations, mais les besoins aussi de ces personnes-là changent. Si je pense à mes parents ou aux gens de leur génération la plupart sont des immigrants de première génération, ils viennent avec tout leur bagage culturel et puis ils essaient vraiment de retenir cela. Et puis, je ne pense pas que, la plupart n'ont peut-être pas eu l'énergie, la capacité mentale et cette disponibilité-là pour parler d'antiracisme, mais bien qu'ils le subissaient beaucoup plus, là, ou même d'identité. Vraiment, eux, mes parents sont venus ici pour survivre, pour s'adapter, là. Alors que les immigrants de deuxième et de troisième génération et plus, eux, ils sont beaucoup plus dans la recherche. Ils sont vraiment plus entre deux cultures, entre des systèmes de pensée, des croyances, des valeurs qui sont parfois similaires, mais parfois différentes à la culture dominante. Et puis, c'est tout un processus de se créer sa place en naviguant ce processus psychologique, spirituel-là. Et puis, c'est ce que j'essaie de montrer, par exemple, avec Sticky Rice Magazine, que ces enfants d'immigrants cherchent vraiment à trouver de la représentation qui leur ressemble, qui ressemble aussi à leurs parents ou leurs ancêtres, mais que c'est vraiment
c'est vraiment un processus qui est complexe, qui est riche, qui est dynamique, qui change au cours des générations, mais qui existe depuis longtemps. Oui, ben, je pense que toute cette conversation-là me fait rappeler une conversation que j'avais eue, que j'ai souvent avec plusieurs personnes, c'est est-ce qu'on change le système de l'intérieur ou est-ce qu'on change de l'extérieur? Je pense que c'est une question interne. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, je vais travailler au Journal de Montréal. Tu sais. Je dis, je comprends pas les gens qui se créent leurs médias, qui se parlent entre eux, ça sert à rien. Moi, je vais travailler au Journal de Montréal. Tu sais. Puis, j'étais venue vraiment avec cette idée-là que pour changer les choses, ça ne sert à rien de se parler entre convertis. Il faut vraiment pénétrer les structures sociales qui nous oppriment, pour citer Jean-François Bayard, je pense. Donc, c'était mon but. Je l'ai fait. Et là, j'en suis sortie finalement de ce système actuel, mais pas nécessairement pour créer mon propre système. Bref, on va y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est très bien de travailler dans des grands médias, c'est extraordinaire. C'est vrai, comme l'a dit Émilie, on a les moyens de travailler sur beaucoup plus, on a beaucoup plus de moyens, je vous dirais, dans un grand média, on le sait, que dans un petit média. Au Québec, actuellement, ce qui se passe, c'est que moi, pour ma part, le genre de journalisme que je voulais pratiquer et que je voulais lire et voir, un journalisme de fond qui écoute les gens, qui comprend, qui prend la peine de développer des liens avec les communautés, qui prend la peine de s'informer, de démocratiser l'information de par ce qu'on écrit et de par les personnes qui travaillent avec nous. J'en vois pas tout simplement au Québec. Et donc, j'avais besoin de le créer parce que je ne le voyais pas. Ce n'était pas ma volonté dans la vie de devenir rédactrice en chef puis de créer un média, on s'entend. Moi, mon but dans la vie, c'était d'être journaliste. Donc, si j'ai créé ce média, c'est parce que je ne voyais pas de média qui me ressemblait, dans lequel je me sentais accueillie et dans lequel je pouvais me sentir épanouie. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup d'autres journalistes, qu'elles soient des personnes racisées, des personnes marginalisées, des personnes des communautés LGBTQ+, ou d'autres journalistes, là, que même qu'il y a 50 ans, sont rentrés dans les médias, ne se voient tout simplement pas dans ces médias-là. Donc, c'était nécessaire, je pense, d'avoir un média comme ce qu'on a à la Converse. C'est vrai que l'enjeu principal maintenant, c'est comment est-ce qu'on va trouver de l'argent. Moi, je pense que si on avait les mêmes moyens que Nouveau, je pense qu'on créerait du contenu qui serait complètement différent. Si on avait les mêmes moyens que la presse, on serait vraiment ailleurs. Mais malheureusement, le problème, c'est que quand je parle de racisme systémique, c'est que ces personnes-là qui créent des médias, des journalistes indépendants ou comme La Converse, on n'a pas exactement les mêmes moyens. Donc, moi, je me rappelle, il y a quelques jours, j'ai un journaliste du Devoir qui m'a contacté parce que Facebook se vantait de nous avoir financés au début. Puis j'ai dit, ben, écoutez, j'ai dit, cette partie-là ne fait pas partie de l'article. J'ai dit, comment vous sentez par rapport au fait que Facebook se vante de vous avoir financé? Ils nous ont donné 5 000 $ américains, c'était une bourse. On s'entend que c'est pas énorme, mais j'ai dit très franchement, je suis une femme racisée au Québec. J'ai pas énormément d'expérience dans le milieu journalistique. Je veux dire, oui, j'ai travaillé dans les médias, mais j'ai pas 10 ans sous l'aile. Là, tu sais. Je suis quand même une jeune fille racisée de 32 ans qui veut partir à un média que personne connaît. Est-ce que tu penses sérieusement que si je serais allée cogner à la porte d'une institution québécoise, que je l'aurais eu cet argent-là? J'ai dit non. Très sincèrement, c'est Facebook qui a beaucoup plus cru en nous qu'une institution québécoise. Donc, pour moi, ça démontre justement le racisme systémique qu'on a au Québec, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux mêmes chances. Je râle un peu, mais je trouve que c'est important de le nommer. Deuxièmement, la deuxième chose que je veux dire, c'est que oui, il y a des programmes. Il y a un programme de diversité et d'inclusion à Radio-Canada. On commence à avoir des formations anti-oppressives dans ces médias-là. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que au lieu de... Je pense qu'on fait à la Converse, c'est que moi, au lieu de travailler avec des personnes puis leur apprendre à être moins racistes, moi, ce que je fais, c'est que j'engage des personnes qui savent déjà comment ne pas être raciste et je leur apprends à être journaliste. Puis je pense que c'est beaucoup plus efficace que de faire le contraire. Et je trouve que c'est énormément, très sincèrement, une grande partie d'énormément de temps perdu, tout simplement, d'essayer de changer la mentalité d'une industrie qui baigne dans la suprématie blanche depuis des années et des années et des années. Donc oui, c'est très beau, c'est très pieux, c'est un beau vœu, c'est très modeste et c'est un vœu que j'avais moi-même lorsque je suis rentrée dans l'industrie. Mais je pense qu'il y a des limites, comme l'a très bien dit Émilie, à ce qu'on peut accomplir
dans un média qui a été dominé par la pensée dominante blanche, puis surtout en français et surtout au Québec, on ne va pas se le mentir, c'est un environnement qui est très hostile. Donc, je pense que les nouveaux médias peuvent apporter justement ce vent de fraîcheur-là. Ce qu'il faut, par exemple, c'est, je pense, donner les mêmes moyens à ces médias-là que les grands médias, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de plus grands médias qui sont encore dominés par les mêmes personnes et les mêmes, comme l'a très bien dit Nicolas, la bourgeoisie, tout ça. Je pense qu'il faut vraiment démocratiser l'information et outiller les personnes qui sont marginalisées, qui viennent de ces communautés-là pour leur donner le même pouvoir. Moi, je l'ai toujours dit, le jour où ma patronne va être une personne qui vient d'une communauté marginalisée, qui comprend ces enjeux-là, ça va complètement changer la dynamique de pouvoir dans mon travail. Mais c'est pas ce que j'avais, puis c'est pas ce que j'ai, puis il n'y en a pas des personnes en position de pouvoir dans les médias québécois, tu sais, qui sont racisées. Je pense que je suis la seule rédactrice en chef racisée au Québec, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau de changer les choses à l'interne, mais quand tu passes ta journée à convaincre ton patron que c'est important de parler d'un sujet ou qu'il ne faut pas enlever privilège blanc, il ne faut pas mettre des guillemets, ou que c'est important de parler à cette personne, puis que tu te fais ramasser, à un moment donné, ta patience a tes limites. Puis ce que ça fait, je pense que, pour revenir au sujet de changer le système de l'intérieur et de l'extérieur, j'en avais parlé il y a quelques années avec Patricia Collins, puis en fait, moi, ce que je disais, c'est qu'à la fin, quand on rentre dans ce système-là, ce système de domination, moi, je pense qu'on finit par internalized whiteness, c'est-à-dire qu'on finit par internaliser, en fait, toute cette haine, internaliser ce système de domination. Ça fait en sorte que finalement, on n'en a pas des conversations franches, puis on ne peut pas nécessairement changer les choses de l'interne parce qu'on finit par se plier à la dominance pour pouvoir survivre dans ces institutions-là. Parler à des journalistes racisés au Québec qui travaillent dans des institutions, parlez-leur un à un, toute seule, là, off the record. C'est pas beau ce qu'ils ont à dire. Mais souvent, ce qu'ils ont à dire, ça, moi, je ne peux pas le publier. Ouais, moi, quand j'ai commencé ma carrière, mes études, en fait, j'ai passé une bonne partie à interviewer des journalistes issus de la diversité, puis ça m'a mis à terre. Il y a une personne qui m'a dit « Léla, t'es mieux d'être fleuriste, là, si tu veux changer le monde, oublie ça. » Tu sais, des gens qui travaillent depuis des années dans nos institutions ne se sentent pas libres, ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas respectés. Donc, à un moment donné, dire qu'on va changer les choses de l'intérieur, je pense que c'est un peu de la poudre aux yeux. Je dis pas, tu sais, je veux dire, ça se fait, c'est des petits pas, mais à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des personnes qui souffrent de ces conséquences-là. Le temps que nos institutions vont prendre à se réveiller, là, il y a des personnes qui souffrent. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est énormément de travail qui, finalement, repose sur les épaules des personnes racisées. Et c'est là que je trouve ça complètement injuste. Moi, je n'ai pas à expliquer à mes patrons pourquoi telle et telle chose, c'est raciste. Je ne devrais pas devoir à faire ça quand j'ai décidé d'être journaliste. C'est leur travail de s'éduquer, mais c'est un travail qu'on demande à tout journaliste racisé qui rentre dans une salle de presse de faire. Et donc, ça devient un poids supplémentaire qu'on porte sur nos épaules. Ça veut dire que tout ce qu'on fait doit passer à travers ce filtre-là. Et puis, je ne pense pas que notre environnement actuel dans les médias québécois soit un environnement qui est sain. Voilà, c'était mon coup de gueule, je m'excuse. Non, merci, merci beaucoup pour le partage. Parlons un peu plus de ce que les médias, le rôle qu'ils devraient jouer. On sait que plusieurs journalistes et chroniqueuses autochtones et racisées, particulièrement des femmes, font l'objet de harcèlement et de cyberintimidation quand elles prennent la parole sur des enjeux qui les touchent. Certaines ont dû se retirer de la vie publique à cause des impacts néfastes de l'harcèlement sur leur santé mentale. On pourrait dire qu'il s'agit d'un type de censure, mais cette fois-ci qui vient du public plutôt que des institutions, tandis que vous évoquez les autres barrières, obstacles auxquels les journalistes et chroniqueurs racisés font face à l'intérieur des institutions. De l'autre côté, on a des personnalités médiatiques qui nient vivement l'existence du racisme systémique au Québec, qui minent les efforts des militants et militantes antiracistes, notamment en critiquant leur façon de manifester ou en leur accusant de Québec bashing, et certaines avancent des propos islamophobes, par exemple. Par contre, leurs plateformes pour le faire ne semblent pas être en question.
Comment est-ce que vous voyez ce contraste et quel rôle pensez-vous que les médias devraient jouer dans la présentation d'enjeux majeurs de la société tels que le racisme et la discrimination à la population? On dirait qu'il y a tellement de choses à commenter dans cette question très chargée. J'aimerais juste commencer par un mot d'empathie pour les femmes de couleur, journalistes qui se mettent de l'avant, qui reçoivent tous ces commentaires, toute cette cyber-intimidation, déjà en tant que femme de couleur, prendre la place, prendre l'attention. Je peux tellement imaginer qu'on vous dise you're an attention seeker, c'est ce qu'on dit aux femmes, alors que l'attention qu'elles recherchent est valide, ou si elles expriment que soit la colère ou n'importe quelle émotion, on va dire qu'elles sont irrationnelles, qu'elles sont trop émotionnellement instables pour faire du journalisme. Alors c'est complètement ridicule. C'est comme dire que tu peux pas être objectif parce que tu es une personne de couleur, tu vis du racisme, donc tu es partial. Tu peux pas être objectif et je trouve ça complètement absurde et complètement inapproprié. C'est comme dire que la personne blanche est objective, rationnelle et la personne de couleur est irrationnelle, émotionnellement instable et incapable de donner une opinion qui est juste. Donc, juste tout ce travail additionnel en tant que personne de couleur, en tant que femme, mon chapeau à vous pour ça. Et puis, un autre bémol que j'aimerais ajouter à ça, c'est que par rapport à la cyberintimidation, c'était aujourd'hui ou c'était hier, mais Legault, il vient de dire qu'il va prendre des actions pour effacer la cyberintimidation qu'il reçoit sur les réseaux. Je suis d'accord que personne ne devrait recevoir de la cyberintimidation, cette agression, cette violence psychologique, cet abus. Par contre, on peut se demander aussi qui peut se permettre de faire cette censure, qui peut se permettre de se protéger, qui a le pouvoir et l'argent pour mettre des règles en place pour se protéger de la cyberintimidation et qui ne peut pas, se permettre de payer des soins de santé mentale pour dealer avec toute cette violence psychologique qu'il reçoit. Donc, c'est juste une question que j'aimerais qu'on se pose. Par la suite, la deuxième partie de la question, c'était comment on parle de racisme systémique lorsqu'il y a, on dirait, cette polarisation qu'on peut voir des deux bords. Moi, je pense que ce que j'aimerais simplement ajouter, c'est de l'empathie. De l'empathie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se mettre dans la position de l'autre, pouvoir voir ce que l'autre pense, le vécu de l'autre, et de pouvoir donner une opinion qui est nuancée, qui est sensible à l'autre côté. Je ne pense pas que l'empathie, c'est quelque chose qui doit être réservé à une séance de psychothérapie. Je pense qu'en tant qu'être humain, on devrait tous être capable d'être empathique. Et je pense que les médias peuvent faire preuve d'empathie également sans enlever de l'objectivité de leurs propos. Quand on parle de racisme systémique, quand on parle de n'importe quoi. Je pense qu'on doit faire plus de preuves de nuances, d'empathie. Et puis, on le voit, ce travail de la part des personnes de couleur, mais je ne suis pas certain que si on voit ce travail de la part des personnes blanches tout le temps. Et en fait, les gens de couleur, on a toujours fait ce travail d'empathie, de toujours s'accommoder aux normes, on scanne constamment l'environnement pour savoir comment agir, comment parler pour être respecté, pour être considéré. Et puis, de l'autre côté, ce n'est pas un travail qui est fait là. Donc, je pense que si on est dans la position de pouvoir, on a cette obligation encore plus de faire preuve d'empathie dans ces discours. Mais par rapport à ça, je veux peut-être juste partager que par rapport à la violence dans les médias, je veux juste partager que quand j'ai fait mon entretien d'embauche avec Le Devoir, première conversation qu'on a eue, ça avait été une des questions qui m'avait été posée par rapport à comment est-ce que je pense que je pourrais dealer avec la violence en ligne. Puis j'avais répondu en partageant une étude d'Amnesty International, en fait, qui venait juste de sortir,
en collaboration avec Element AI, qui avait fait une étude sur la violence sur Twitter envers les femmes politiciennes et journalistes, qui avait été réalisée dans plusieurs pays à travers le monde. Puis ce qu'on voyait, c'est que les femmes recevaient beaucoup plus de violence en ligne que les hommes, mais que les femmes noires étaient de loin celles qui en recevaient le plus, même 2 à 3, que, mettons, un message, je pense que c'est 10%, un message sur 10 qu'on reçoit sur Twitter est à caractère violent ou haineux. Puis, je me souviens d'avoir lu cette étude-là, puis juste comme un mois avant de faire cette entrevue-là, puis je me suis dit, mais si je m'embarque dans cette aventure-là, je m'embarque dans c'est comme si je décide de faire un métier de guerre, en fait. Que c'est comme si, mentalement, il fallait que pour devenir chroniqueuse, il fallait que je me prépare à être dans un champ de mine, au milieu des obus. Et que c'est bizarre, mais pour moi, c'est comme ma façon de me protéger, c'est de ne pas être pris par surprise. Je pense que c'est beaucoup plus difficile si cette violence-là te frappe puis tu t'étais pas préparé. Puis ce que ça veut dire, c'est que comme si je faisais un métier physiquement très exigeant, il faudrait que je sois tous les jours au gym, mais ça veut dire que si j'existe dans les médias, comme femme noire qui parle d'enjeux qui sont sensibles au Québec, ça veut dire qu'il faut que j'aie cet entraînement de santé mentale, comme disait Viette, qui soit aussi extrêmement fort. Puis aussi, mais je dis ça, mais je ne peux pas comparer non plus ma situation à celle des personnes qui sont à la salle de presse, comme Léla l'a été, parce que moi, je suis pigiste, je travaille à la maison, j'écris un Google Doc, je l'envoie. J'ai pas à gérer avec des collègues, en fait, parce que le métier de chroniqueuse est extrêmement solitaire. Même avant la COVID, il faut que les gens comprennent, on est des pigistes à l'externe qui envoient un texte, puis le texte est dans le journal le lendemain, puis c'est pas mal ça la relation qu'on a avec les médias dans lesquels on écrit. Mais la relation de violence est plus avec le public, parce que autant on n'est pas, justement, on est les personnes des satellites les plus loin dans un média, autant souvent dans la perception du public, c'est qu'on est ceux qui sont les plus visibles, on est ceux qui ont notre grosse face, notre grosse photo avec nos articles, puis c'est autant un journaliste est censé avoir un style qui s'efface un peu derrière les personnes qui interviewent, autant les chroniques, c'est je, moi, puis c'est nous. Puis on devient finalement des symboles plus ou moins de façon justifiée des institutions pour lesquelles on travaille. Donc, c'est sûr que moi, je veux dire, cette question-là me touche beaucoup parce que c'est constamment. C'est constant. Puis, depuis que j'ai été engagée, il y a des gens qui essaient de lancer des campagnes pour me faire renvoyer, qui harcelaient même à un moment donné le directeur du Devoir pour essayer de me faire renvoyer. Au point où le mois passé, il y a une campagne qui a eu lieu sur Twitter pour essayer de faire bloquer mon compte Twitter. Il a fallu que mes 2 chefs de rédaction au Devoir et à la Gazette écrivent à Twitter personnellement au directeur des campagnes de Twitter pour me faire débloquer. Donc, il y a un ensemble de choses qui se produisent. Puis je dirais juste même il y a 3 semaines, j'ai dû m'informer encore pour qu'est-ce que le harcèlement criminel, comment porter plainte pour le genre de courriel que je reçois. Donc, c'est vraiment intense. Puis il y a des semaines où c'est sûr que c'est drainant. Puis moi, je vois la fluctuation en fonction de ce qui est débattu dans l'espace public. Quand on décide de repartir sur les woke dans les universités, ça débarque dans mon inbox, même si moi-même, je n'ai pas intervenu sur ces questions-là. Quand le débat ou les vocabulaires qui sont utilisés évoluent chez des chroniqueurs de Québécois, je vois l'évolution du vocabulaire dans mon inbox aussi, dans les messages haineux que je reçois. Donc, l'impact est direct. Mais la chose que je dirais, c'est que c'est aussi, en terminant, c'est que ce n'est pas un problème qui est nouveau. Puis que, en fait, moi, j'ai grandi à Québec avec les radios. Donc, il n'y a rien de tout ça qui me surprend. Mais en même temps, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec les radios que j'ai cette pulsion-là d'aller me mettre dans le feu pour aller essayer de changer les choses parce que c'est tellement, tu vois les conséquences
comme personne dans le public sur le lien direct entre ce que certains animateurs se permettent de dire, puis les regards qui changent dans la rue, dans l'autobus, les commentaires dans le cours d'école. Pour moi, c'était direct comme enfant, comme adolescente aussi, qui travaillait avec le public dans des jobs étudiantes. Donc, c'est parce que je sais, peut-être dans ma chair, l'impact de la violence dans l'espace public, sur l'impact, à quel point ça descend dans le quotidien, que j'ai voulu, non seulement comme activiste, me mêler de ces questions-là, mais ensuite, je pense aussi comme chroniqueuse, essayer de faire ma part des choses, mais il y a beaucoup de personnes autour de moi qui refusent d'y aller, tant comme porte-parole des médias sociaux, comme écrire des lettres ouvertes parce qu'elles craignent le backlash. Moi, tout ce que je peux faire pour conseil, c'est d'essayer de justement d'écrire les choses d'une manière à... Il y a des façons d'écrire que c'est un peu comme des arts martiaux. Là. Tu utilises les arguments de l'autre contre toi, tu t'anticipes, ça change en fait. Je pense que l'expérience de la violence transforme ton écriture, puis que c'est important aussi pour moi d'avoir des espaces, des projets d'écriture hors médias aussi, pour avoir des espaces d'écriture qui ne soient pas transformés par ça, où je ne suis pas toujours en train d'anticiper ce que l'autre va essayer de me dire, puis d'inclure ça d'emblée dans mon texte, etc. Parce que finalement, ça transforme la façon dont on écrit. Mais c'est ça. Mais je pense que, bref, c'est un problème qui est criant. Puis je le dis parce que Amnesty International, à la base, tu sais, moi, quand j'étais enfant, adolescent, puis que j'ai entendu parler d'Amnesty International pour la première fois, c'était quoi? C'était pour la défense de la liberté d'expression. Tu sais? Puis je pense que ce que je suis en train de dire là, à quel point il faut faire face à des menaces puis à de la violence pour s'exprimer dans l'espace public. J'espère que les gens d'Amnesty qui sont habitués à faire campagne sur ces enjeux-là ailleurs dans le monde comprennent que oui, c'est très, très différent au Québec, mais qu'il y a quand même des enjeux ici et que si on est capable d'identifier les enjeux ailleurs, il faudrait aussi les identifier ici, même si quand c'est plus difficile. Parce que le coût de l'expression, le fait que les gens s'en soient au point de dire j'ai pas la santé mentale pour m'exprimer sur un sujet alors qu'ils sont des experts, on est rendu loin. On est rendu vraiment, vraiment loin. En fait, je pense qu'on a toujours été aussi loin, mais que là, peut-être on pousse en gang un peu plus. Donc mais le backlash est intense. Est intense. Puis il y a une différence entre le backlash envers une pigiste comme moi, puis quelqu'un qui est payé super cher puis qui a un condo avec de la sécurité à l'entrée. Tu sais, il y a une différence aussi quand on ne peut pas mettre sur le même pied la violence que des activistes reçoivent, puis celui que les politiciens reçoivent, que la SQ va aller les protéger si on des menaces. Donc, les moyens aussi qu'on a quand on reçoit des choses comme ça est différent. Puis je pense que c'est important aussi de le souligner, puis que des gens qui sont sensibles à ces enjeux-là, comme les membres d'Amnesty, se penchent sur cet enjeu-là. Si je peux me permettre de rajouter, ben, moi, je pense que vous avez dit quelque chose, la plateforme n'est pas remise en question, puis vous l'avez tous les deux très bien dit. Nous, je pense que ce qu'on essaie de faire à la Converse, c'est de créer cette plateforme-là où est-ce que les personnes, qu'elles soient racisées ou pas, ne se sentent pas écoutées, puissent se sentir écoutées tout en empathie, dans une manière très anti-oppressive, avec de l'écoute. C'est du journalisme de dialogue. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Puis franchement, on le remarque énormément sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben, moi, j'ai pas envie de parler aux journalistes. J'ai pas envie de parler dans les médias parce que je sais qu'il va y avoir une conséquence, mais je dois vraiment dire que je pense que le journaliste a un rôle à jouer là-dedans, énorme, pour faire en sorte que la personne avec laquelle tu parles se sente en sécurité, pour que la personne avec laquelle tu parles se sente écoutée, pour pas créer de traumatisme. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à un traumatisme qu'un chroniqueur de Journal de Montréal avait créé à travers une photo, mais tu sais, c'est tous ces choix-là qui font en sorte que je pense qu'il faut comprendre que
je le dis souvent, tu sais, quand tu es journaliste, tu fais des choix, puis tes choix ont des conséquences sur la vie des gens. Fait que quand tu décides, moi je le dis souvent, Émilie, tu es là, mais tu sais, je le dis souvent comme exemple, j'ai dit Émilie Nicolas, elle est anthropologue, on n'est pas obligé de dire qu'elle est militante, tu sais, puis je trouve qu'il y a tout un tas de personnes comme ça qui ont une expertise, puis qu'on dit, ah ben c'est un militant, mais tu sais, je veux dire, le mot militant a une certaine lourdeur, je pense, surtout dans l'écosystème médiatique. Puis des fois, c'est une manière de décrédibiliser tout un tas de personnes. Donc, je pense que moi-même, on me l'a dit, des fois, tu es militante quand je parle de racisme avec mes collègues. Dans une salle de presse, je ne suis pas dans une manif avec un poster, dire solidarité, là, tu sais. Mais juste le fait que j'ai envie d'en parler avec mes collègues, je suis militante. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre la peine d'écouter les gens, de leur demander comment ils veulent être représentés, de créer des ponts, de créer des relations authentiques avec les personnes qu'on interviewe. Puis cette relation-là, ben, ça passe forcément par une diversité dans les salles de presse, par une meilleure formation, par une meilleure écoute. Puis je pense qu'aussi, il y a une responsabilité de la part des institutions médiatiques sur cette représentation-là. Tu sais, je veux dire, nous, sur Facebook, on reçoit, lorsqu'on a lancé la Converse, on a reçu des beaux courriels de haine. Lorsqu'on fait des campagnes de financement, on reçoit des messages haineux. Notre infolette, quand on l'envoie, certaines personnes répondent avec des messages haineux, puis je vais toujours dans la diplomatie, le tact et puis le dialogue. Mais des fois, quand il y a des commentaires qui ne sont pas dans le dialogue, je les efface, tout simplement. Puis, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, les trolls sont beaucoup plus sophistiqués dans la manière dont ils vont envoyer des messages pour que tu ne puisses pas nécessairement l'effacer parce que ça enfreint pas la liberté d'expression, etc. Nous, ce qu'on a décidé comme politique, c'est que quand il y a un commentaire qui n'est pas dans le dialogue, on va l'effacer, tout simplement. Puis je pense que c'est une responsabilité que les journalistes, que les médias devraient prendre sur ces questions-là. Donc, puis, tu sais, juste pour ajouter, mais aussi, tu sais, moi, j'avais vécu ça. À chaque fois que j'écris sur l'islamophobie ou sur tout ce qui touche les musulmans, la communauté musulmane, je reçois toujours du hate mail. Toutes mes DM sur Twitter sont en fait restreintes. Tu peux pas m'envoyer une demande d'amis facilement. Tu peux pas m'envoyer un message. Je me prépare mentalement à chaque fois que j'écris sur ces sujets-là. Ça veut dire, puis ce que je remarquais quand je travaillais dans ces institutions, c'est qu'en fait, tu sais, j'avais pas d'espace pour débriefer avec mes collègues, avec mes patrons, sur qu'est-ce qu'on va faire, ça va être quoi le plan d'action si je reçois des menaces de mort, qu'est-ce que vous allez faire exactement, comment est-ce que vous allez me protéger psychologiquement quand je vais recevoir ces insultes-là. Et ce qu'on fait, je m'excuse, je fais du shameless plug, mais j'aime ce que je fais à la Converse. Puis nous, ce qu'on fait à la Converse, avant de publier un reportage que je sais qui va affecter ma journaliste ou mon journaliste, on va s'asseoir et on va débriefer. Puis on va dire, bon, comment tu sens? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui prenne le contrôle de tes réseaux sociaux? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui fasse ça et ça et ça? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour faire en sorte que tu te sentes en sécurité en faisant cette prise de parole? C'est des questions qu'on pose à nos journalistes, c'est des questions qu'on pose aux intervenants avec lesquels on travaille quand on fait des entrevues. Donc, je pense qu'il y a vraiment une manière de faire du journalisme qui soit trauma-informed, excusez mon anglais, là, puis qui prend vraiment la peine de penser à ces conséquences-là. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour vos partages, perspectives, expertise, expériences, même meilleures pratiques. C'est vraiment incroyable de vous entendre. Je pense qu'on va passer à la période des questions. J'ai un peu révisé les questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Je voulais juste soulever une chose qui va peut-être pas être abordée, mais quand on pense à l'avenir, je réfléchis pendant toute cette conférence à ce qui a été dit au début par rapport au fait que les médias reflètent un projet politique. Il y a tout un aspect par rapport à la construction de l'identité nationale et ce que Viet a dit par rapport au fait que ne pas être reflété dans les médias, ça fait en sorte qu'on ne peut pas se sentir québécois et québécoise. Je me demande si vous voyez, et je sais que c'est une question, donc on verra, peut-être ça peut s'intégrer éventuellement, mais je me demande si vous voyez un moment où il y aura un shift dans cette construction d'identité pour justement, en fait, être plus inclusif
et refléter la diversité qui existe au Québec. Moi, je le vois. Ouais, Moi, je le vois déjà. ouais. Je pense que même les jeunes, je pense que les jeunes de mon âge blanc, eux aussi sont tannés. Je pense qu'il y a comme, je pense qu'il y a un chiffre, en fait, je pense qu'il y a un chiffre générationnel plus qu'un chiffre d'identité. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de tout âge qui sont aussi tannés. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que particulièrement, je pense que quand on a grandi dans un Québec diversifié puis qu'on le prend pour acquis, on voit bien là, que nos amis, puis notre milieu, puis notre façon de parler français, notre réalité sociale est pas là. Puis je pense que c'est aussi particulièrement parce qu'en télévision, il y a comme un gap aussi technologique qui fait que les producteurs s'imaginent que les jeunes n'écoutent pas la télé, mais les jeunes n'écoutent pas la télé parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la télé. Fait que c'est un cercle vicieux. Fait que là, on s'imagine que les publics vieillissent, puis que les publics vieillissants sont moins diversifiés que la jeunesse québécoise. Fait que là, il y a comme tout un truc qui se passe où on confine les trucs avec plus de diversité au web, où les gens sont 4 fois moins payés qu'en télé, ce qui aussi contribue au racisme systémique parce que ça veut dire que les artisans de la diversité sont 4 fois moins payés parce qu'on les ghettoise dans le web. Il y a comme un ensemble de choses qui se passent, là, mais je pense qu'il y a comme un ensemble il y a une génération au grand complet, 2 générations, même je dirais les milléniaux, les Y et les Z qui sont vraiment à bout de ça. Puis je pense que les gens, je veux dire, le pouvoir réagit pas seulement à « ça serait le fun que tu fasses ça », le pouvoir réagit à la pression. Puis je pense qu'à moyen terme, les médias n'auront pas le choix de changer au moins un peu parce que le public va être ailleurs. Puis quand tu es à the end of the day, tu as besoin des abonnements, puis tu as besoin du lectorat. Puis je pense que si ce lectorat-là s'en va ailleurs, parce qu'ils s'en vont chez Léla, à la Converse, ou parce qu'ils s'en vont juste écouter des médias américains, ils s'en vont sur Netflix, ils s'en vont ailleurs, veux pas, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de réagir, peut-être de faire le strict minimum que tu penses qui est possible, puis de toujours négocier, mais tu n'auras pas le choix de bouger. Puis je pense qu'on voit un peu ce mouvement-là, cette réflexion-là, mais je pense que quand elle est amorcée, c'est aussi pour des raisons d'affaires. C'est parce qu'on voit qu'il y a un public qui est rendu ailleurs, puis au nom du renouvellement des publics, puis de faire plus jeune, même à Québécois, les petits médias qui ont, tu sais, le renouvellement du 24 heures, par exemple, qui viennent de faire, quand on essaie de faire les choses plus jeunes, on les fait aussi d'emblée avec plus de diversité. C'est vraiment pas la panacée. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais j'ai confiance envers le fait que le Québec est en train de changer, puis qu'à un moment donné, c'est une question de temps avant que ce Québec-là, métissé, très diversifié, soit au pouvoir, quoi. Mathématiquement, c'est une question de temps. Mais après ça, combien il va y avoir de résistance, pendant combien d'années avant qu'on se rende là, ça c'est la question dont on va se passer. Fait que quand je suis de bonne humeur, puis que je suis l'optimiste, c'est ça que je me dis. Je me dis, on va gagner. La seule chose qu'on peut aussi après ça, c'est pendant combien de temps tu vas retarder notre victoire, mais la victoire va arriver. Puis tant mieux si les gens de toutes les générations, puis de partout au Québec veulent pousser dans ce sens-là, mais démographiquement, on n'a pas le choix de gagner. C'est juste une question de savoir quand, puis combien de personnes vont être tombées au combat avant la victoire. Oui, je voudrais aussi finir sur une note d'espoir en disant que oui, je pense que je suis d'accord avec Émilie, on observe au moins dans la génération X, génération Z, les milléniaux, on voit qu'il y a un changement de mentalité. On le voit aussi dans les séries québécoises. Il y a un article qui est sorti en 2018 par Radio-Canada qui a montré des statistiques là, que comme je pense que dans les 10 séries les plus regardées au Québec, 11% des figurants étaient des personnes de couleur, ça se rapproche du 13% au Québec, ce qui est vraiment bien, c'est vraiment du bon progrès, là, on peut être fier de ça. Par contre, il y a quand même des nuances à amener. Est-ce que ces personnes-là sont en position vedette? Est-ce que ce sont des personnages principaux ou ce sont des personnages accessoires? Est-ce que c'est des personnes qui disent une ligne? Là? Est-ce qu'ils sont des positions où ils peuvent vraiment être des modèles pour le public, des modèles constructifs, positifs, progressistes,
ou est-ce que c'est juste des figurants? Alors, oui, il y a eu du progrès qui a déjà été fait, au moins je parle des séries, là. Sûrement dans le cinéma aussi, mais quand on pense aux médias at large, je pense qu'il y a encore du progrès à faire, du cheminement, des nuances, mais j'aimerais vraiment personnellement là, terminer sur une note d'espoir à ce niveau-là. Puis on voit déjà le changement. Ouais. Ben, moi, je pense que ce que je remarque, c'est que le changement, il va se faire, mais je ne pense pas qu'il va passer par les institutions pour ma part. Je pense que le changement est en train de s'opérer par des personnes comme moi, comme Viet, qui sont en train de créer des médias. Et c'est ce que je remarque tous les jours. Franchement, je reçois des messages de jeunes étudiants, journalistes, de personnes qui me disent « Ah, j'aime ce que vous faites, je veux travailler avec vous. » Si j'avais de l'argent, je les engagerais tous. Je ne suis pas rendue là, mais je vous assure que je vais y arriver. Puis le jour où je vais y arriver, je suis sûre qu'on va changer l'écosystème médiatique, puis on y travaille très, très fort. Mais franchement, je pense que c'est à travers des initiatives comme on voit à la Converse, comme on voit toutes ces personnes-là qui, en fait, n'attendent pas qu'on leur donne une place. J'ai parlé à une fille, une jeune journaliste avec laquelle j'ai étudié, qui est noire, puis elle m'a dit, Léla, tu sais, on est tanné d'attendre que les grands médias nous donnent notre place, on va la créer nous-mêmes. Quand j'avais quitté, justement, j'avais terminé mon stage en quai, j'avais fait un stage à la presse, j'arrivais pas à me trouver de job, je sais pas, je comprenais pas ce qui se passait. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal? Comment ça se fait que j'arrive pas à trouver un emploi en journalisme? Puis j'ai rencontré Amandine Gay, qui a fait le film Ouvrir la voie. Je suis allée la voir, c'est une femme que j'admire depuis longtemps, puis elle m'a dit un truc qui m'est resté, elle m'a dit, Léla, elle dit, pense pas que tu vas rentrer à Radio-Canada puis qu'il n'y aura plus de racisme à cause de toi, là. Elle dit, pose-toi la question, c'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre comme toi qui n'a pas essayé avant, là. Peut-être j'étais un peu naïve à l'époque, puis elle m'a dit, moi, à ta place, elle dit, ferai tes propres trucs, puis à un moment donné, ta voix va être tellement grande qu'on n'aura plus le choix de ne pas l'ignorer. J'ose espérer que c'est ce qui se passe en ce moment, mais je parle pas de moi, je pense que c'est ce qui se passe en ce moment at large, c'est que les jeunes on peut plus ignorer les personnes racisées au Québec, on peut plus ignorer ces voix-là, puis on prend notre place par d'autres moyens. Moi, mon financement, il a commencé avec Facebook, il n'a pas commencé avec les Québec. Les deux autres fondateurs privés qui nous ont contactés, le premier vient de l'Ontario, le deuxième vient de Montréal, mais ce n'est pas une institution traditionnellement francophone. Puis je ne pense pas que le financement de la Converse, j'espère qu'il va continuer, qu'il va vraiment passer par nos membres, c'est notre but ultime. Mais si je cherche du financement substantiel, je ne sais pas s'il va passer par le Québec, je pense qu'il va peut-être passer par l'extérieur, mais par des institutions qui croient en ce changement-là. Puis on le voit, certaines fondations, institutions nous le disent, nous, on ne pense pas que le changement va s'opérer à l'intérieur des grands médias, on pense qu'il va vraiment changer à travers des initiatives comme la vôtre. C'est quelque chose que j'entends souvent, puis on le remarque énormément, des plateformes comme Tout le Hood dont on parle, qui a énormément grandi depuis les dernières années au Québec, Woodstock qui a commencé à faire des émissions sur le web, que je trouve super cool, les deux filles de Rebecca, je ne connais pas le nom, de Woken Whatever, qui ont gagné un prix pour le meilleur podcast. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce qui se passe, et c'est vraiment ce que j'observe, c'est que la jeunesse, en fait, n'écoute plus les grands médias, ne lit plus les grands médias, et vont aller chez La Converse, vont aller chez Sticky Rice, vont aller chez Woken Whatever, vont aller vers ces institutions qui prennent tellement de place, qui grandissent beaucoup plus vite. Et c'est là, en fait, que la jeunesse se retrouve. Donc, moi, je pense que le changement passe par là. Puis quand les jeunes étudiants ou les gens me disent j'ai envie de partir mon propre média, qu'est-ce que je fais? Je dis fais-le. Donne-toi cette confiance-là qu'un homme blanc se donnerait et ne te pose pas de questions. Puis on est dans un moment charnière où est-ce que je pense qu'on a les opportunités pour que ça fonctionne. C'est peut-être pas à travers la manière la plus traditionnelle, mais je pense que ça va passer. Ça n'a pas le choix de passer en ce moment. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment la solution, là, c'est investir les espaces, mais n'attendez pas qu'on nous donne cette voie, c'est prenez votre place. Puis à un moment donné, comme dirait Amandine Gay, on n'aura plus le choix de ne pas nous ignorer. Voilà. Merci pour ça. Je rappelle les participants et participantes que pour poser des questions pour les panélistes, c'est dans la case questions et réponses et non pas dans le chat. On a 3 questions qui se ressemblent un peu, qui nous demandent d'aller
à nouveau un peu à la source de notre thématique, la différence entre le racisme individuel et le racisme systémique. Jocelyn, Marcel et aussi un spectateur anonyme disent en gros que les manifestations de racisme qu'on évoque semblent être plutôt des exemples de racisme individuel, les attaques ou les choix d'utiliser une telle image, etc. Est-ce qu'on peut revenir à la question du système et dire en quoi ces manifestations sont du racisme systémique? Ben, si je peux peut-être commencer, puis c'est sûr que les autres vont y aller aussi, là, mais par exemple, si on prend en fait la différence entre racisme individuel et racisme systémique, si je peux l'illustrer, si, si comme individu, j'ai des préjugés envers les gens de Montréal-Nord, c'est du racisme individuel. Ça devient du racisme interpersonnel si j'exprime ce préjugé-là envers quelqu'un qui est là. Mais c'est du racisme institutionnel si, quand on regarde la presse, si on regarde la couverture médiatique qu'ils font de ce quartier-là, qu'on l'analyse, puis qu'on dit, ben c'est à 90% négatif, puis 90% associé à des sujets qui sont liés à la violence, puis les armes à feu, puis la criminalité, alors qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans ce quartier. Ben là, ça devient un problème de la presse en tant qu'institution. Puis si on redit tous les médias au Québec sont en train de peindre ça, ben ça devient systémique. Puis si on dit aussi si c'est pas nécessairement seulement ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on fait pas. C'est-à-dire, si on regarde le sous-financement, si on regarde l'absence de personnes de certaines origines dans les institutions médiatiques, ça, à ce moment-là aussi, j'assistais récemment à un cours sur ce de quelqu'un qui avait sorti des exemples américains. Ça, c'est vraiment intéressant de sortir ces chiffres-là au Québec aussi, mais qui disait, par exemple, dans les médias américains, en fait, aux États-Unis, il y a tel pourcentage, je pense que c'est 60% des personnes qui vivent dans la pauvreté qui sont blanches, mais elles représentent seulement 20%, un truc comme ça, des personnes en situation de pauvreté qui sont représentées dans les médias. C'est-à-dire que systématiquement, quand on parle de pauvreté aux États-Unis, on va associer des visages de personnes racisées, la plupart du temps des personnes noires, alors qu'elles représentent seulement un petit pourcentage des personnes qui vivent dans la pauvreté. Ce qui fait que comme ça, on finit par associer pauvreté et personnes noires, alors que c'est pas ça la réalité. Donc, on se trouve avoir une réalité distordue. Donc, des fois aussi, le racisme systémique dans les médias, c'est tant la sous-représentation que la surreprésentation. Puis, Viette, tu disais en début de présentation aussi, si par exemple, on associe, si, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des personnes qui sont atteintes de la COVID qui sont d'origine asiatique au Québec, mais que c'est 10, 15 fois, 20 fois plus de personnes d'origine asiatique sont représentées en lien avec la COVID dans les médias. Mais on a une surreprésentation dans un contexte très spécifique, puis aussi une sous-représentation dans d'autres contextes. Puis c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, on va parler beaucoup, beaucoup de certaines communautés liées à certains sujets, puis on ne va pas en parler liés à d'autres sujets. On va dire que, par exemple, on a un narrative en bon français ou un récit dont on veut parler. Par exemple, ces temps-ci, on aime beaucoup parler du fait que il y a des étudiants progressistes dans les universités qui attaquent la liberté universitaire. Donc, on va parler de ça, puis on va médiatiser beaucoup ces cas-là. Mais s'il y avait un cas, par exemple, de professeur noir qui est attaqué par des étudiants d'extrême droite, ça arrive souvent, ou de féministes, par exemple, à l'UQAM, un prof dans le département d'études féministes qui est attaqué par des étudiants conservateurs. Ça sera soit pas une nouvelle, soit ça va être une petite brève, parce que ce qu'on veut, c'est, dans le fond, avoir des nouvelles qui vont nourrir notre biais de confirmation. C'est-à-dire, si on pense déjà ça, si on lit, par exemple, la radicalisation aux personnes musulmanes, ben, on va parler des personnes musulmanes en lien avec la radicalisation. Mais si on trouvait un exemple, un fait divers qui lie la radicalisation à des personnes d'extrême droite, on en parle beaucoup moins.
ou le terrorisme des personnes d'extrême droite, on en parle beaucoup moins. Même si statistiquement, on regarde qu'il y a plus d'organisations d'extrême droite qui sont liées au terrorisme qu'il y a d'organisations musulmanes qui sont liées au terrorisme au Canada et aux États-Unis. Donc finalement, c'est ça, c'est ce jeu-là, quand on parle souvent dans les médias, c'est la surreprésentation de certains groupes en lien avec certaines problématiques et la surreprésentation de d'autres groupes en lien avec d'autres problématiques. En plus de, tu sais, fait que c'est cette invisibilité-là, survisibilité-là, qui est statistique finalement. Fait que c'est pas seulement un individu qui met une photo, c'est l'ensemble du truc. Puis, puis pour répondre à d'autres questions aussi qui avaient été nommées, si moi je peux donner des exemples de c'est quoi la différence entre le racisme individuel et le racisme systémique quand comme pigiste qui vit dans les médias? Ben, si par exemple, j'essaie d'être en ondes, puis on me dit, puis que j'arrive à la coiffure, puis que je vois bien que il n'y a personne qui est là pour pouvoir être capable de faire mes cheveux comme on fait avec les autres invités, mais là, il y a un problème à ce niveau-là, tu sais. Puis là, on pouvait dire, ah ben là, tu sais, sauf ou qu'on fait des commentaires négatifs sur mes cheveux, puis ça arrive souvent à d'autres personnes qui travaillent à la télévision, qui vont avoir des femmes qui se sont fait dire que si tu portes tes cheveux naturels, je suis désolée, chérie, mais tu ne pourras pas augmenter plus loin dans ta carrière. C'est arrivé, ça, récemment, à plusieurs journalistes noirs encore dans différentes entreprises. Fait que, tu sais, ça, c'est comme du racisme évident que tout le monde pourrait dire, OK, ça, c'est raciste. Mais là où c'est plus subtil, par exemple, ce que je remarque, c'est quand on parle de sujets comme le racisme, qu'on va être appelé simplement pour en parler. C'est comme si c'est comme 800 races. Puis là, il y a moi, il y a Will Prosper, il y a Fabrice Ville, il y a Carla Beauvais. On est 5-6, là, tu sais, Webster, que quand il y a quelque chose par rapport au racisme anti-noir, ils vont appeler un de ces 7-8 personnes-là. Tandis que quand c'est... Puis ça change, il y a de plus en plus de personnes, là, mais tu sais, c'est ça le réflexe des recherchistes. Tandis que mais on ne va pas nécessairement être pensé comme étant des personnes qui pourraient parler de n'importe quoi. Et donc, faire partie des émissions, de l'équipe régulière des émissions. Tandis que quand tu regardes, par exemple, les anciens du mouvement étudiant, ils n'ont pas dit « Ah, ces personnes-là parlent de frais de scolarité, ils sont incapables de parler d'autre chose que de frais de scolarité, fait que leur spécialité, c'est frais de scolarité, fait qu'ils sont dans cette boîte-là. » T'sais, ils ont été capables de dire, mais ces personnes-là, c'est des personnes qui sont bonnes en communication. Ils devraient être capables de parler d'un ensemble de sujets de société. Donc, les gens qui sont issus, par exemple, du mouvement étudiant, du mouvement environnemental, deviennent rapidement des chroniqueurs qui parlent de n'importe quel enjeu de société parce qu'ils cherchent finalement des gens qui sont bons en com. La même chose aussi, des fois, pour des jeunes féministes qui deviennent des chroniqueuses société, culture, etc. Mais que quand on regarde le mouvement antiraciste, les gens sont appelés pour parler de racisme. Puis si on n'est pas en train de parler de racisme, on ne nous appelle pas. Puis si je commence en ce moment à la télé, tu sais, en français, c'est très, très nouveau. Puis c'est parce que, en fait, j'ai commencé à travailler à la télé, à la radio en anglais. Puis qu'en anglais, on m'a fait de la place pour parler de tout et pour n'importe quoi, sur des sujets d'actualité générale. Puis que là, je suis arrivée ensuite en français pour dire, ben là, ça fait 3 ans que je fais ça en anglais. Est-ce que je pourrais le faire dans ma langue maternelle? Il me semble que j'ai déjà l'expérience qui prouve que je serais capable de le faire dans ma langue maternelle. Mais c'est cette boîte-là, souvent. Puis tu peux pas nécessairement dire est-ce que tu es en train de subir du racisme quand quelqu'un t'appelle pour parler de racisme. Mais c'est quand tu compares, en fait, les trajectoires de carrière avec celles des autres personnes autour de nous qui sont impliquées dans d'autres mouvements sociaux que tu réalises qu'il y a un plafond de verre, finalement, sur le mouvement antiraciste par rapport au mouvement féministe, par rapport au mouvement environnemental, par rapport au mouvement étudiant, par rapport aux autres mouvements sociaux. Que ça, somehow, tout le monde rentre au 15-18, puis plus on est fou, plus on lit, mais que quand on est dans d'autres, qu'on est dans d'autres, il y a comme un malaise avec ce qu'on représente qui fait qu'on n'est pas sûr de là où on va s'enligner avec nos patins si on nous donne un micro. Fait qu'il y a cette prudence-là qui fait que quand on est obligé de nous avoir parce qu'il y a une controverse sur l'appropriation culturelle ou sur slave ou etc., on va nous appeler, mais que de là à nous faire rentrer dans l'équipe de façon régulière, là, on va y repenser 2 fois. Et dans tous les médias, je ne cible personne en particulier. Moi, ça ne m'empêche pas de travailler, je suis bilingue, mais il y a des gens pour qui c'est un gros problème. Ouais. Alors, je pense que tu l'as tellement bien dit, Émilie. C'était parfait. J'ai envie d'encadrer cette réponse-là. Ce que j'ajouterais, c'est que, tu sais,
quand tu marches à Radio-Canada, là, dans l'ancienne tour, la tour brune, la première fois, je pense que j'avais 23 ans, je m'en allais déposer mon CV parce que je pensais que c'était ça qui allait faire en sorte que j'allais avoir un job, tu sais. Puis c'était pas le cas. Mais tu vois, je marche, puis là, je vois d'un côté, je vois CBC, et de l'autre côté, je vois Radio-Canada. CBC, il y a des personnes noires, il y a des personnes autochtones, il y a des personnes sud-asiatiques, il y a plein de diversité. Radio-Canada, il y a juste des personnes blanches. Puis là, il n'y avait pas d'Italien, il n'y avait pas de Polonais, il n'y avait pas de Grec, là. Il y avait juste des têtes d'affiches blanches sur les photos. C'est une à une. Pour moi, ça, c'était l'exemple parfait de racisme systémique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Montréal, dans le sous-sol de la tour, qui me représente, où est-ce que je me sentirais un peu plus à l'aise parce que il y a d'autres personnes racisées, tu sais, mais il y a une autre partie où est-ce que c'est une partie de la population, juste une partie de la population. C'est vraiment, je pense que pour moi, c'était l'exemple parfait du racisme systémique. Quand je regarde, quand j'étais à l'université, les étudiants blancs qui travaillaient avec moi, qui étaient étudiants, avaient déjà des postes à Radio-Canada, avaient déjà des postes, des stages en liste, etc. Les étudiants racisés, on n'avait pas des offres, tu sais. Puis une des plus grandes raisons, c'était le réseau, le network. Mais je pense que c'est symptomatique. Les personnes blanches ont plus de network parce que l'écosystème actuellement est blanc. Pour les personnes racisées, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un poste en journalisme. Donc, je pense que c'est des exemples qui nous démontrent pourquoi est-ce qu'on a besoin des stages de la diversité. C'est parce que pour une personne racisée, il y a des barrières systémiques qui font en sorte qu'on ne puisse pas facilement obtenir accès à la profession. Puis c'est une question de représentativité, c'est une question de ne pas se voir représenter, c'est une question de ne pas aussi y croire, mais c'est une question que quand on essaie d'y accéder, on ne connaît peut-être pas les codes, on ne connaît peut-être pas quelqu'un. Je me rappelle mon premier stage à Radio-Canada, j'étais en formation, puis un jeune garçon, tu sais, moi j'avais 30 ans, j'étais encore aux études, je faisais un stage non payé, et là il y a un jeune garçon blanc de 19 ans qui lui était là pour un emploi. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il dit, mon père est allé au secondaire avec quelqu'un qui travaille ici, tu sais. Moi, j'ai pas de père qui est allé au secondaire avec quelqu'un qui travaille à Radio-Canada. Puis je connais pas beaucoup de personnes racisées qui ont des parents qui travaillent à Radio-Canada. Récemment, Radio-Canada m'a appelé, ils m'ont dit, on cherche des personnes issues de la diversité, qui ont des parents qui sont journalistes, qui sont décidés d'aller vers cette route. Mais j'ai dit, madame, il n'y en a pas des journalistes issus de la diversité qui ont des parents qui travaillent en journalisme au Québec, là. Il n'y en a juste pas, je suis désolée, parce que ça... Puis les personnes qui ont des parents qui étaient journalistes dans leur pays d'origine, souvent, ces personnes-là ont abandonné leur carrière journalistique lorsqu'elles sont venues ici parce qu'il y a des barrières systémiques qui ont fait en sorte que ces personnes-là n'ont pas pu continuer. Soit on ne leur a pas donné de chance, soit on n'a pas cru en eux, soit on n'a pas investi dans eux. Donc, je pense qu'il y a tellement d'exemples qui démontrent cela. Moi, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, qui ont appliqué à l'UQAM, qui n'ont pas eu de poste. Il y a des personnes compétentes qui parlent français, qui sont nées au Québec, qui connaissent toute la culture. Puis il y a des personnes qui arrivent de France, qui ont zéro expérience au Québec, mais à Métro, par exemple, près de 50% de notre salle de presse, c'était des Français. J'étais la seule femme racisée. Oh non, il y en avait une autre personne racisée. On était deux, dans toute la salle de presse. À un moment donné, c'est parce que tu le vois que... Puis moi, je le vois en tant que rédactrice en chef, juste pour rajouter, tu vois, comme j'ai beaucoup d'étudiants blancs qui m'écrivent, qui veulent travailler à la Converse, mais les étudiants racisés n'osent pas tant que ça. Donc, il faut que j'aille les chercher, il faut que j'aille les motiver, il faut que j'aille leur dire « Hey, applique, viens travailler avec nous, on est là. » Donc, je vois déjà, juste par la manière d'interagir, ça se ressent. Je ne sais pas si c'est un exemple de racisme systémique, mais pour moi, ça démontre qu'il y a une internalisation de ne pas croire en ses capacités. Puis, il n'y en a pas beaucoup des journalistes issus de la diversité, là. Il y en a. Puis ceux qui sont là, en fait, je pense que souvent, ils vont abandonner parce qu'on ne leur offre pas cette chance. À Radio-Canada encore, on dit, tu sais, oui, tu peux rentrer. La première chose qu'on va dire, c'est, veux-tu aller à Regina? Mais c'est drôle. On n'en voit pas tant que ça, les journalistes blancs à Regina puis à Saskatchewan faire des stages multiplateformes. Donc, moi, puis je sais pas, j'ai pas les données, mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué. La plupart de mes collègues qui sont allés à l'école avec moi sont allés dans l'Ouest canadien faire leur premier pas en journalisme, puis il n'y en a pas beaucoup qui reviennent. Comment ça se fait que j'ai des étudiants blancs qui, eux, arrivent à travailler au 15
15-18 en étant encore à l'école. Fait que c'est tous ces exemples-là que tu vois qui font en sorte que tu le vois, là, franchement, que il y a un traitement différentiel puis un parcours différentiel que tu as quand tu es une personne racisée. Je pense, je vais juste terminer là-dessus. J'avais un étudiant qui travaillait qui était aux études avec moi durant mon certificat. Puis tu vois, lui, ben, il n'y avait pas le luxe de faire un stage de 3 mois non rémunéré à Radio-Canada. Donc, il l'a fait en 1 mois. Puis, il a fait 3 jobs en même temps, tu comprends? Parce qu'il n'y avait pas les moyens de travailler gratuitement. Il n'y avait pas de réseau. Puis, à la fin, ben, on lui aurait offert parce qu'il y avait un accent, puis son accent était très prononcé. Ben, c'est toute cette accumulation-là qui fait en sorte que quand tu es une personne racisée, en fait, on ne te donne pas de chance. Puis, il y a un système qui ne fait pas croire que tu puisses avoir cette chance-là aussi. Mais aussi, je pense qu'il y a des relations que tu ne vas peut-être pas avoir aussi facilement parce que tu n'as pas le network, tu n'as aussi pas le code. Souvent, ça, c'est un autre problème, de naviguer ces espaces-là. Tu sais, moi, je le découvre maintenant en tant qu'entrepreneur, et etc. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, puis je vais laisser Viette dire quelque chose aussi. Non, merci pour vos interventions. Clairement, Léla peut vraiment parler au niveau de l'embauche, tous les obstacles au niveau de connexion, de privilèges et puis de racisme internalisé aussi, le doute, le manque de confiance qui vient avec cette internalisation de « Ah, ben, je ne suis pas assez blanc » ou etc. Et puis, Émilie qui parle de comment une personne racisée peut être, journaliste peut être comme pognée dans un genre de journaliste seulement, là, puis ne peut pas échapper à cette bulle-là. Moi, je veux juste faire un retour sur la question sur le racisme individuel versus le racisme systémique. Puis, je pense vraiment qu'il faut toujours retourner aux définitions. Puis, quand on parle de racisme systémique, on parle d'institutions ou de plateformes, de systèmes en position de pouvoir qui peuvent perpétuer des stéréotypes négatifs ayant des impacts significatifs sur les personnes racisées. Alors, c'est sûr que s'il y a une personne, un journaliste qui écrit un article qui est raciste, bon, ça peut être vu comme du racisme individuel. C'est un individu qui a commis une erreur, une faute. Mais on doit se demander aussi quelles sont les plateformes qui permettent ces genres d'articles d'être publiés. Et puis, je suis d'accord avec ce qu'Émilie elle dit. Je dirais que la négligence est une forme de racisme systémique. Il y a une négligence systémique de faire un peu le filtre de pourquoi est-ce qu'on utilise, par exemple, c'était mentionné dans le chat, mais cette fin de semaine, il y a un article qui est sorti, le titre, c'était sur le Journal de Montréal, et puis c'est Québécois, là, c'est un outlet là, de Québécois, le titre, c'était, bon, les gangs de rue profitent de la PCU, et puis c'est une image d'étudiants secondaires de l'école Calixa-la-Vallée, une image de 2007 qu'ils ont utilisée pour illustrer les gangs de rue. Donc, c'est quoi le message qui est envoyé? Et puis, clairement, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Donc, c'était un individu qui a décidé de choisir cette photo-là, mais c'est quand même une institution qui fait le filtre, qui décide si oui ou non c'est approprié, qui fait un certain système de monitoring. Et puis, lorsque ces erreurs ou ces actes volontaires, je ne le sais pas, là, sont répétés à répétition, mais il y a des répercussions systémiques sur les lecteurs qui vont faire cette association-là. Et puis, j'aimerais expliquer un peu comment les biais se forment. C'est vraiment des associations, comme Émilie l'a expliqué, entre images ou titres et puis c'est ça, positif ou négatif. Donc, si on prend l'exemple, bon, cet exemple-là est clair, là, on va associer des images des jeunes qui portent des hoodies à des criminels. Donc, clairement, il va y avoir des répercussions. Là, si on prend l'exemple des Asiatiques masqués comme étant associés au titre « Peur du coronavirus qui envahit notre pays », c'est clair qu'au niveau psychologique, il va y avoir une association entre personnes asiatiques et coronavirus, alors que c'est complètement absurde, on va se le dire, c'est des personnes asiatiques qui nous ont appris comment porter les masques.
Alors, au début, c'était les personnes asiatiques qui portaient les masques le plus souvent, mais malgré ça, on ne va pas s'asseoir à côté d'une personne asiatique, on va préférer s'asseoir à côté d'une personne qui ne porte pas de masque. Au début, bon, c'est ridicule, mais c'est à cause de ces biais-là qu'on internalise entre coronavirus et puis personnes asiatiques. Et puis ça se perpétue encore. Encore aujourd'hui, on utilise des photos de personnes asiatiques pour représenter le coronavirus, alors que c'est un problème du monde entier. N'importe qui peut attraper le coronavirus. Je ne sais pas c'est quoi les statistiques, si c'est les personnes asiatiques qui ont plus de coronavirus, mais j'en doute fortement si c'est eux qui portent des masques le plus souvent. Bon, ça, je n'ai pas les preuves de ça, mais c'est juste pour montrer comment une image et un titre associés à quelque chose de positif ou négatif peut renforcer des stéréotypes et vraiment avoir des répercussions sévères. Là. Ces personnes-là, ils seront attaqués, criés dessus, poignardés, et c'est vraiment violent. Donc, vraiment, il faut, quand on pense au racisme systémique, il faut pas juste regarder les individus, mais il faut penser au système qui maintient, qui perpétue, qui permet à ces personnes-là de commettre ces fautes. Et il faut penser aussi à la négligence comme forme de racisme systémique. C'est ça que j'aimerais ajouter. Merci. C'est une super façon de vulgariser et éclaircir l'enjeu pour terminer. On a dépassé l'heure où on commence à clore l'événement d'habitude. Je veux dire que je suis désolée aux personnes qui ont posé des questions qui n'ont pas eu des réponses. Je vois qu'il y a des observations et des questions super intéressantes, mais il y a plusieurs enjeux qui ont déjà été touchés, la question de la liberté d'expression, etc., dans les médias. Donc, j'ai confiance que vous avez quand même pu avoir des éléments de réponse dans les partages de nos conférencières et de notre conférencier. Je tiens vraiment à remercier énormément Leila, Viet et Émilie pour leur partage et leur présence et aussi à vous tous et toutes d'être là ce soir. Avant de quitter, j'aimerais vous inviter à utiliser la plateforme d'Amnesty pour passer à l'action contre le racisme systémique. Nous avons un outil en ligne pour envoyer un message au Premier ministre, au ministre responsable de la lutte au racisme et aux 7 députés qui forment le groupe d'action sur le racisme en copie. Le message demande au gouvernement de reconnaître officiellement le racisme systémique pour commencer à prendre des pas en avant et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés autochtones, noires et racisées. Donc, je pense qu'Anna a inscrit le lien dans le chat. Donc, je vous invite chaleureusement à aller voir et aussi de visiter notre page de campagne sur le racisme systémique. Merci encore tout le monde, en particulier nos panélistes, d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous invite à revenir nous voir le mois prochain pour notre webinaire sur le racisme systémique et l'environnement. Je vous souhaite tous et toutes une très belle soirée. Merci beaucoup.